À 2 heures du matin, j'ai vu ma femme sortir discrètement avec une pelle. Je l'ai suivie et je me suis figé lorsqu'elle a creusé un trou profond dans le jardin et y a enterré quelque chose d'enveloppé. J'ai tremblé et j'ai appelé le 911. Quand la police a ouvert le trou et a vu ce qu'il y avait à l'intérieur, ils se sont exclamés « Mon Dieu !» Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Ricardo. J'ai 45 ans. Je suis marié à Martha depuis 18 ans. Je ne suis pas un homme dramatique. Je ne suis pas de ceux qui voient des problèmes là où il n'y en a pas. Je travaille dans la construction depuis l'âge de 20 ans. Je suis pratique, concret, le genre de type qui résout les choses avec ses mains et la tête froide. Les gens qui me connaissent disent toujours la même chose, Ricardo ne s'énerve pas, Ricardo sait toujours quoi faire. Et pendant 18 ans, c'était vrai. Jusqu'à cette nuit-là. Nous vivions dans une maison simple, dans un quartier calme. Le genre d'endroit où tout le monde se connaît et où personne ne verrouille sa porte avant 22 heures. Martha et moi avions construit cette vie ensemble, brique par brique, littéralement. Elle travaillait dans une pharmacie depuis des années. Moi, j'étais sur les chantiers. Nous n'étions pas riches, mais nous ne manquions de rien d'important non plus. Nous avions nos affaires. Nous avions notre routine. Nous avions notre paix, jusqu'à ce que Norma, la mère de Martha, tombe malade. Norma avait 74 ans et avait vécu seule toute sa vie après la mort du père de Martha. C'était une femme forte avec un fort caractère, le genre à ne jamais demander d'aide même si elle en a besoin. Mais quand le médecin nous a dit qu'elle ne pouvait plus vivre seule, il n'y a pas eu de discussion. Martha l'a amenée vivre avec nous sans hésiter, et j'étais d'accord. Ça n'a jamais été le problème. Le problème a commencé 3 semaines avant cette nuit-là. Norma avait beaucoup empiré. Elle quittait à peine sa chambre, mangeait peu, dormait la majeure partie de la journée. Le médecin nous avait dit très calmement, avec ce calme qui ne rassure vraiment personne, que c'était une question de temps. Martha le savait. Je le savais. Mais aucun de nous ne le disait à voix haute, comme si le nommer le rendait plus réel. C'est pendant ces semaines que j'ai commencé à remarquer quelque chose, Martha avait changé. Pas d'un coup. Ces choses-là ne changent jamais d'un coup. C'était lent, comme une lumière qui faiblit sans qu'on s'en rende compte jusqu'à ce qu'on regarde soudainement et qu'elle brille à peine. Martha a commencé à mal dormir. Elle se levait plusieurs fois la nuit et quand je lui demandais le lendemain, elle disait qu'elle était allée voir sa mère. Au début, je la croyais sans l'ombre d'un doute. C'était logique. C'était ce que ferait n'importe quelle fille. Mais il y avait d'autres choses qui n'avaient pas d'explication aussi facile. Un après-midi, je suis rentré du travail et je l'ai trouvée dans la cuisine avec une boîte en métal sur la table, la fixant avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Quand elle m'a vu entrer, elle l'a rapidement recouverte avec un torchon et m'a demandé si je voulais du café. Je lui ai demandé ce qu'était cette boîte. Elle m'a dit que c'était les affaires de sa mère, de vieux papiers, rien d'important. Et elle a changé de sujet si vite que, sur le moment, je n'y ai pas pensé davantage. Maintenant, je regrette de ne pas lui en avoir demandé plus. J'ai aussi remarqué qu'elle avait commencé à passer des appels depuis la salle de bain. Avant, Martha parlait au téléphone n'importe où dans la maison sans problème. Mais soudain, à chaque fois que son portable sonnait, elle se levait, fermait une porte et baissait la voix. Une fois, j'ai surpris par hasard un fragment de conversation. Je n'ai réussi à entendre que ces mots, « il ne peut pas encore le savoir ». Il ne peut pas encore le savoir. Et dans le silence, quand elle a ouvert la porte et m'a vu debout dans le couloir, elle m'a regardé dans les yeux, a souri, m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose, et j'ai dit non. J'ai dit non, je suis allé dans une autre pièce et je me suis assis dans le silence, me demandant ce que je ne pouvais pas encore savoir et pourquoi la femme avec qui je dormais dans le même lit depuis 18 ans me le cachait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu bien dormir. Je me disais que j'exagérais, que le stress de voir Norma malade nous affectait tous les deux. Qu'il n'y avait rien d'étrange, que j'étais un homme pratique, et que les hommes pratiques ne s'inventent pas des fantômes là où il n'y en a pas. Mais les fantômes étaient déjà là. Et 2 nuits plus tard, à exactement 2 heures du matin, je me suis réveillé le cœur battant à tout rompre sans raison apparente. J'ai tendu la main du côté de Martha, et mes doigts n'ont trouvé que des draps froids. Je suis resté immobile un instant, la main sur les draps froids, à écouter. La maison était silencieuse, mais c'était un silence bizarre, du genre lourd.
Ce n'était pas le silence calme des nuits normales. C'était un silence tendu, comme quand on sait que quelque chose ne va pas, mais qu'on ne peut pas encore dire exactement quoi. Je me suis levé lentement, pieds nus, sans allumer aucune lumière. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas allumé la lumière. Sur le moment, je ne me suis pas posé la question. Mais avec le recul, je pense que quelque chose en moi savait déjà que je ne devais pas faire de bruit. Comme si une partie de moi, la partie la plus instinctive, la plus primitive, savait déjà que ce que j'allais voir était quelque chose que je devais voir sans être vu. J'ai marché dans le couloir prudemment, évitant la lame de parquet qui grince toujours près de la chambre de Norma. Je me suis arrêté devant sa porte. Elle était fermée. J'ai collé mon oreille contre elle juste une seconde. Silence. Je ne l'entendais même pas respirer, mais c'était normal ces dernières nuits parce que Norma dormait de plus en plus profondément avec l'aide des médicaments prescrits pour sa douleur. J'ai continué à marcher vers le salon, vide. Vers la cuisine, vide aussi. Et c'est là, depuis la petite fenêtre qui donne sur la cour arrière, que je l'ai vue. Martha creusait. Je ne l'imaginais pas. Je ne rêvais pas. C'était bien elle, dans sa robe de chambre bleue, les cheveux détachés bougeant dans le vent froid du matin, enfonçant une grosse pelle dans la terre avec une force que je ne lui avais jamais connue. Elle creusait avec détermination, avec précipitation, comme quelqu'un qui a besoin de finir quelque chose avant que quelqu'un d'autre ne se réveille. Je me suis plaqué contre le mur à côté de la fenêtre et j'ai regardé avec juste la moitié de mon corps. Je ne voulais pas qu'elle me voie. Je ne savais pas pourquoi je ne voulais pas qu'elle me voie, mais quelque chose m'en empêchait. Quelque chose me disait que si elle me découvrait en train d'observer, quelque chose se briserait. Quelque chose qui était peut-être déjà brisé avant, mais que je n'avais pas encore vu. Le trou était déjà profond. C'est la première chose qui m'a frappé. Ce n'était pas un petit trou comme on en fait pour planter quelque chose ou pour enterrer un animal. C'était un trou grand et sérieux, d'au moins un demi-mètre de profondeur, et elle creusait encore. Cela voulait dire qu'elle était dehors depuis longtemps avant que je ne me réveille. Pendant que je dormais, ma femme était dans le jardin à 2 heures du matin en train de creuser dans le noir. J'ai ressenti un froid qui n'avait rien à voir avec la température de la nuit. Puis je l'ai vue s'arrêter. Elle a appuyé la pelle contre le vieil arbre au fond du jardin, celui que nous disions toujours devoir abattre sans jamais le faire. Et elle a marché vers le fond, vers une petite cabane à outils près de la clôture. Elle y est entrée, en est ressortie, et quand elle est sortie, elle portait quelque chose dans ses bras. C'était un paquet enveloppé dans un tissu sombre, attaché avec ce qui ressemblait à une corde. Ce n'était pas très grand, peut-être de la taille d'une boîte à chaussures, mais plus épais, plus lourd, parce que j'ai vu comment Martha le portait à 2 mains, soigneusement, avec une délicatesse étrange pour quelqu'un qui venait de creuser un trou dans la terre à 2 heures du matin. Elle s'est agenouillée à côté du trou. Elle l'a tenu un instant dans ses mains, le regardant. Je ne pouvais pas voir son visage d'où j'étais, mais je pouvais voir ses épaules. Et ses épaules tremblaient. Pas à cause du froid. C'était un autre genre de tremblement. Le genre de tremblement qu'on reconnaît, même si on ne l'a jamais vu avant, parce que c'est le tremblement de quelqu'un qui pleure sans faire de bruit. Et puis elle l'a mis à l'intérieur. Elle l'a placé au fond du trou très délicatement, comme si c'était quelque chose de fragile, quelque chose de précieux, quelque chose qui ne devait pas se casser. Et elle a commencé à jeter de la terre dessus. J'étais toujours plaqué contre le mur, respirant à peine, avec mon téléphone à la main, sans savoir comment il était arrivé là. Mes doigts s'en étaient emparés tout seuls, comme par instinct. Et à ce moment-là, le cœur battant dans la gorge, avec des images traversant mon esprit à une vitesse que je ne pouvais pas contrôler, je ne pouvais penser qu'à une seule chose. Qu'est-ce que ma femme était en train d'enterrer? À 2 heures du matin, mon cerveau s'est mis à travailler tout seul, construisant des réponses que je ne voulais pas construire. J'ai repensé aux appels depuis la salle de bain. J'ai repensé à la boîte en métal qu'elle avait couverte si vite quand elle m'avait vu entrer. J'ai repensé aux nuits blanches, au silence, à cette phrase que j'avais surprise par hasard, il ne peut pas encore le savoir. Et toutes ces pièces ont commencé à s'emboîter toutes seules, formant une image qui m'a retourné l'estomac. À quel point connaissais-je vraiment la femme avec qui je dormais dans le même lit depuis 18 ans? Je me le suis demandé, là, debout dans l'obscurité de ma propre cuisine, et le simple fait de l'avoir pensé m'a rempli d'une honte que je ne sais toujours pas décrire, mais cela m'a aussi rempli d'autres choses. Quelque chose que je ne voulais pas ressentir mais qui était déjà là,
installée dans ma poitrine comme une pierre froide. La peur. La vraie peur. Celle qui paralyse. J'ai déverrouillé le téléphone. L'écran a éclairé mon visage dans l'obscurité. Et pendant une seconde, j'ai eu peur que Martha voie le reflet de l'extérieur. Je me suis baissé, je me suis accroupi sous la fenêtre de la cuisine, le dos contre le mur, et j'ai composé le numéro 911. Je l'ai composé en tremblant, avec des doigts maladroits, me trompant une fois avant de bien le faire. Ils ont répondu à la deuxième sonnerie. La voix d'une femme, calme, entraînée à ne pas s'énerver, m'a demandé quelle était mon urgence, et j'ai ouvert la bouche pour répondre, mais les mots ne voulaient pas sortir. Je ne savais pas quoi dire. Comment dit-on ça? Comment explique-t-on à un étranger que sa femme est en train d'enterrer quelque chose dans le jardin à 2 heures du matin et qu'on ne sait pas ce que c'est, mais qu'on a une peur qu'on ne peut pas nommer? Je l'ai dit du mieux que j'ai pu, en balbutiant, à voix très basse pour que Martha ne m'entende pas de l'extérieur. J'ai dit qu'il y avait une activité suspecte sur ma propriété, que j'avais besoin qu'ils viennent, que c'était urgent. L'opératrice a demandé mon adresse, m'a demandé de rester en ligne, m'a dit qu'ils étaient en route. J'ai raccroché. Je suis resté là, accroupi sur le sol de ma propre cuisine dans le noir, à écouter le son de la pelle de Martha frappant la terre à l'extérieur. Boum, boum, boum. Chaque coup résonnait plus fort dans ma tête. Chaque coup me faisait construire une image plus sombre de ce qui pouvait se trouver dans ce paquet enveloppé de tissu. J'ai pensé à des choses que je ne veux pas répéter. J'ai pensé à des choses que j'ai honte d'avoir pensées, parce que c'était ma femme. C'était Martha. C'était la femme que je connaissais depuis avant que nous ayons des cheveux gris, depuis avant que les années ne commencent à marquer nos visages. Mais la peur n'a aucune loyauté. La peur ne respecte pas 18 ans de mariage. La peur ne vous montre que le pire et vous oblige à le regarder. J'ai entendu le bruit de la pelle s'arrêter. J'ai jeté un coup d'œil juste au-dessus du rebord de la fenêtre. Martha se tenait à côté du trou désormais rebouché. Elle a piétiné la terre par-dessus plusieurs fois, comme pour l'aplatir. Puis elle a pris la pelle, l'a nettoyée avec sa main et a commencé à revenir vers la maison. J'ai bondi, j'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'au couloir, j'ai poussé lentement la porte de notre chambre, je me suis mis au lit et j'ai fermé les yeux. J'ai entendu la porte de derrière s'ouvrir. J'ai entendu ses pas dans la cuisine. J'ai entendu le bruit du robinet, l'eau qui coulait, elle se lavait les mains, puis ses pas s'approchant dans le couloir, la porte de la chambre s'ouvrant lentement et le poids familier de son corps s'enfonçant dans le matelas à côté de moi. Je suis resté immobile, respirant lentement, faisant semblant de dormir. Elle s'est installée, s'est immobilisée, et en moins de 5 minutes, sa respiration est devenue profonde et régulière. La respiration de quelqu'un qui dort sans culpabilité, sans fardeau, sans peur. Je n'ai pas dormi du tout. Je suis resté les yeux ouverts dans l'obscurité, attendant l'aube, attendant que la police arrive, me demandant ce qui se passerait quand il viendrait, me demandant ce qu'il trouverait dans ce trou. Me demandant si la femme qui respirait paisiblement à côté de moi était vraiment la personne que je croyais connaître. Dehors, dans le jardin, la terre fraîchement retournée cachait un secret qui, dans quelques heures, allait tout changer. Absolument tout. Moi, tout ce que nous étions. La police est arrivée 20 minutes plus tard, 20 minutes qui ont semblé durer 20 heures. J'étais toujours au lit, immobile, les yeux ouverts fixant le plafond, écoutant la respiration de Martha à côté de moi, calme, profonde, comme quelqu'un qui n'a rien à cacher. Et cela, au lieu de me rassurer, me perturbait davantage, parce que, soit elle n'avait vraiment rien à cacher et alors je venais de faire quelque chose d'impardonnable, soit ce qu'elle avait fait était si grave qu'elle était déjà passée de l'autre côté. Le côté où l'on dort sans culpabilité parce qu'il n'y en a plus. Je ne savais pas laquelle des deux options m'effrayait le plus. J'ai vu les lumières à travers la fente du rideau. Bleu et rouge, tournoyant lentement sur les murs de la chambre. Ils n'avaient pas utilisé la sirène. Dieu merci, car je le leur avais demandé lors de l'appel. Je ne voulais pas réveiller le quartier. Je ne voulais pas que Carmen, la voisine d'en face, regarde par sa fenêtre et voit des voitures de patrouille devant ma maison à 2h30 du matin. Mais par-dessus tout, je ne voulais pas que Martha se réveille avant que je sache ce qu'il y avait dans ce trou. Je me suis levé très prudemment. Martha n'a pas bougé. J'ai quitté la chambre sans faire de bruit. J'ai descendu le couloir.
J'ai ouvert la porte d'entrée juste assez pour me faufiler dehors et je l'ai refermée doucement derrière moi. Dehors, il y avait 2 voitures de patrouille, 3 agents. L'un d'eux sortait déjà de son véhicule quand il m'a vu sortir et a levé la main pour me saluer. Il s'est approché en marchant sans se presser, avec ce calme entraîné que les policiers ont quand ils ne savent pas encore si la situation est dangereuse ou non. C'était un homme d'environ 40 ans, de corpulence trapue, au visage sérieux mais pas agressif. Il m'a demandé si j'avais passé l'appel. Je lui ai dit que oui. Il a demandé ce qui s'était passé. Et il y a eu de nouveau ce moment où les mots ne sortaient pas correctement, où ce que j'avais à dire semblait absurde, même dans ma propre tête. Je lui ai dit que ma femme était sortie dans le jardin au milieu de la nuit, que je l'avais vue creuser un trou, qu'elle y avait enterré quelque chose enveloppé dans du tissu, que je ne savais pas ce que c'était, que j'avais peur. L'agent m'a regardé un instant sans rien dire. Avec ce regard qui évalue, qui mesure, qui décide silencieusement si ce qu'il a devant lui est une véritable urgence ou une dispute conjugale déguisée en signalement à la police. Puis, il a hoché la tête lentement et m'a demandé où était le trou. Je lui ai dit dans le jardin, derrière la maison. Il m'a demandé de les y conduire. Nous avons contourné le côté de la maison par l'étroit passage entre ma clôture et celle des voisins, celui qui est toujours plein de pots que Martha plante chaque printemps. Les 3 agents me suivaient en file indienne avec leurs lampes de poche allumées pour éclairer le sol. Je marchais devant en essayant d'empêcher mes jambes de trembler, en essayant d'avoir l'air d'un homme pratique et calme, le genre de type qui n'exagère pas, mais à l'intérieur j'étais dans un état pitoyable. Nous sommes arrivés dans le jardin. L'un des agents a braqué sa lampe de poche sur le sol et a immédiatement trouvé la terre remuée. C'était évident. Contrairement au reste du jardin, cette partie semblait sombre, meuble, fraîchement travaillée. L'agent principal s'est accroupi, l'a examiné un instant, puis s'est levé et m'a regardé. Il m'a demandé si j'avais une pelle. Je la lui ai rapportée de la cabane à outils, la même pelle que Martha avait utilisée. Elle avait encore de la terre fraîche sur la lame. L'agent l'a prise, s'est positionné au-dessus de l'endroit exact où la terre était la plus meublée et a commencé à creuser. Je me tenais à environ 3 mètres de là, les bras croisés sur la poitrine, essayant de contrôler ma respiration. Les 2 autres agents étaient sur les côtés, leurs lampes de poche braquées sur le trou. Personne ne parlait. Le seul son était la pelle pénétrant la terre encore et encore, méthodique, patiente. Et c'est là que j'ai entendu un bruit derrière moi, la porte arrière de la maison qui s'ouvrait. Je me suis retourné. C'était Martha. Elle se tenait sur le pas de la porte dans sa robe de chambre bleue, les cheveux ébouriffés par le sommeil, les yeux mi-clos. Elle a regardé les lampes de poche, les silhouettes des agents, la terre remuée. Et puis elle m'a regardé, et dans cette seconde, dans cette fraction de seconde avant que l'un de nous ne dise un mot, j'ai vu quelque chose traverser son visage que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la culpabilité. C'était de la douleur. Une douleur si profonde, si pure, si désarmée qu'elle m'a frappé à la poitrine comme un coup de poing. Mais à ce moment-là, je ne comprenais toujours pas pourquoi. À ce moment-là, j'étais encore de l'autre côté. J'étais encore l'homme qui avait appelé la police parce qu'il avait peur de sa propre femme. J'étais encore en train de construire dans ma tête toutes ces images sombres que la peur avait fabriquées pendant la nuit. Martha a ouvert la bouche. Elle a prononcé mon nom, Ricardo. Juste ça, Ricardo, d'une voix si basse, si brisée que je l'ai à peine entendue. L'un des agents s'est approché d'elle calmement et a expliqué qu'ils avaient reçu un signalement et devaient vérifier la propriété, que c'était la procédure habituelle, qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Martha n'a pas répondu. Elle a continué à me regarder, seulement moi, avec ses yeux que je connaissais mieux que les miens, avec ce regard que j'avais appris à lire dans presque n'importe quelle situation en 18 ans. Mais cette fois-ci, je n'arrivais pas à le lire. Cette fois-ci, j'étais perdu. L'agent qui creusait s'est arrêté brusquement. Nous l'avons tous regardé. Il s'est accroupi au-dessus du trou, a braqué sa lampe de poche vers le fond et est resté ainsi pendant plusieurs secondes en silence, sans bouger. Puis il a fait signe à son collègue. Le deuxième agent s'est approché, s'est accroupi lui aussi, a regardé, et c'est ce deuxième agent, le plus jeune des 3, qui s'est relevé lentement, a retiré sa casquette un instant et a dit à voix basse, presque pour lui-même, avec une expression qui n'était pas de l'horreur. Mais quelque chose de plus compliqué. Quelque chose entre la surprise et la solennité. Mon Dieu, juste ça, mon Dieu.
Et le silence qui a suivi a été le silence le plus lourd que j'ai jamais ressenti de ma vie. Martha a émis un petit son étouffé qui venait du fond de sa gorge. Elle a porté une main à sa bouche, et ses genoux ont cédé lentement, comme si le poids de tout ce qu'elle avait porté seule pendant des semaines avait finalement décidé de lui réclamer son dû. À ce moment-là, j'ai été à ses côtés avant qu'elle ne touche le sol. Je l'ai retenue, je l'ai serrée dans mes bras, et elle s'est laissée étreindre, mais elle ne m'a pas rendu mon étreinte. Elle est restée rigide dans mes bras, le visage tourné vers le trou, cette main toujours sur la bouche, pleurant silencieusement. L'agent principal s'est levé, nous a regardés tous les deux, et avec une voix complètement différente de celle qu'il avait utilisée auparavant, une voix plus douce, plus prudente, il a demandé s'il pouvait me parler un instant. Seul. Je me suis séparé de Martha lentement. Elle n'a pas protesté. Elle est restée debout dans le jardin, se serrant elle-même dans ses bras, regardant la terre. L'agent m'a emmené à quelques pas de là, hors de portée des lampes de poche, et m'a parlé à voix basse. Il m'a dit que dans le trou, il y avait une boîte en métal fermée par un cadenas, qu'ils allaient devoir l'ouvrir pour en déterminer le contenu, et qu'en fonction de ce qui s'y trouvait, la procédure pourrait changer. Il m'a demandé si j'avais une idée de ce qu'elle pouvait contenir. Je lui ai dit que non, que je n'avais aucune idée de quoi que ce soit, et c'était la vérité. À ce moment-là, debout dans mon propre jardin au milieu de la nuit, avec ma femme pleurant à 3 mètres de moi et 3 policiers inspectant le sol de mon jardin, je n'avais aucune idée d'absolument rien. Je savais seulement que quelque chose avait changé pour toujours cette nuit-là et que je ne savais toujours pas si ce que j'avais fait était la bonne chose ou la plus grosse erreur de ma vie. L'agent m'a demandé d'attendre. C'est ce qu'il m'a dit, d'attendre. Comme si attendre était quelque chose de simple, quelque chose que l'on pouvait faire calmement pendant que sa femme pleurait en silence à 3 mètres de là et que 2 policiers essayaient d'ouvrir une boîte en métal enterrée dans le jardin de sa propre maison à 3 heures du matin. Je me suis appuyé contre le mur du fond, les bras croisés, regardant sans vouloir regarder. Martha était toujours debout près du trou. Elle n'avait pas bougé. L'un des jeunes agents était à côté d'elle, pas trop près, avec cette distance respectueuse qu'ils gardent quand ils ne savent pas encore tout à fait ce qui se passe. Elle ne le regardait pas. Elle regardait la boîte. Il l'avait déjà sortie du trou et posée sur le sol sous la lumière de 2 lampes de poche. C'était une boîte en métal rectangulaire, une de ces vieilles boîtes que l'on utilise pour ranger des documents ou de l'argent liquide, peinte en vert foncé. Bien que la peinture s'écaillât dans les coins et qu'elle eût des taches de rouille sur les côtés, elle n'était pas neuve. C'était une vieille boîte, très vieille, le genre qui garde des choses pendant des années. Le cadenas était petit mais solide. L'agent principal a essayé de l'ouvrir avec un outil qu'il a ramené de la voiture de patrouille. Il n'a pas cédé au premier essai, ni au deuxième. Au 3e essai, j'ai entendu un clic métallique et le cadenas s'est ouvert. Personne n'a parlé. L'agent a soulevé le couvercle lentement. Il est resté immobile à regarder le contenu. Le jeune agent s'est approché, regardé aussi. Et c'est lui qui a fait ce pas en arrière, qui a enlevé sa casquette, qui a dit à voix basse ces 2 mots qui résonnent encore dans ma tête quand je ferme les yeux. Mon Dieu. Et puis le silence, ce silence qui remplissait tout. Je voulais m'approcher. Je voulais voir, mais l'agent principal s'est levé et m'a fait signe de la main de rester où j'étais. Puis il a regardé Martha et lui a posé une question que je n'ai pas pu bien entendre d'où j'étais. Mais qui a fait fermer les yeux à Martha un instant, prendre une grande inspiration, et hocher la tête une fois. Un seul geste, un hochement lent, lourd, définitif. Et à ce moment-là, j'ai su que ce qu'il y avait dans cette boîte avait une histoire, une longue histoire, une histoire que je ne connaissais pas, et que ma femme avait portée seule en silence sans rien me dire. Je dois revenir en arrière. Je dois vous dire quelque chose qui s'est passé des semaines avant cette nuit-là parce que si je ne le dis pas, rien de ce qui est venu après n'aura de sens complet, et vous méritez le sens complet. 3 semaines avant ce matin-là, Norma avait demandé à me parler seule. C'était déjà inhabituel en soi. Norma et moi avions une relation cordiale, respectueuse, du genre qui fonctionne bien précisément parce que chacun garde ses distances. Elle ne se mêlait jamais de mes affaires. Je ne me mêlais jamais des siennes. Nous nous aimions à notre façon sans beaucoup de mots. Mais cet après-midi-là, quand Martha est sortie faire les courses, Norma m'a appelé depuis sa chambre avec une voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. J'y suis allé. Elle était assise dans son lit, appuyée sur 3 oreillers avec une couverture sur les jambes. Bien qu'il ne fît pas froid dehors,
elle avait le regard lucide de ces bons jours où la maladie se relâchait un peu et laissait voir la femme forte qu'elle avait toujours été. Elle a pointé du doigt la chaise à côté de son lit. Je me suis assis. Elle m'a regardé un instant en silence avant de parler. Et quand elle a parlé, elle l'a fait lentement, choisissant chaque mot avec soin, comme quelqu'un qui sait qu'il a un nombre limité de mots importants et qui ne veut pas en gaspiller un seul. Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose de côté, quelque chose qu'elle avait gardé pendant de nombreuses années, quelque chose qui était pour Martha, seulement pour Martha, et que personne d'autre ne devait savoir que ça existait. Elle m'a dit qu'il y avait une personne, un homme, qui cherchait cette chose depuis des années. Un homme qui ne s'arrêterait pas s'il découvrait où elle était. Elle m'a dit que cet homme était le frère de son défunt mari, l'oncle par alliance de Martha, un homme nommé Francisco, que je n'avais vu qu'une fois lors d'une réunion de famille des années auparavant, et qui m'avait donné l'impression d'être le genre de personne qui sourit trop et regarde trop peu. Norma m'a dit que Francisco savait qu'elle était malade, qu'il appelait, qu'il attendait, et que dès qu'elle mourrait, si cette chose n'était pas protégée, Francisco trouverait un moyen de la prendre. Je me suis demandé de quoi exactement elle parlait. Elle m'a dit qu'il s'agissait d'argent, de bijoux et de documents, tout ensemble, économisés pendant des décennies depuis la mort de son mari, et elle avait décidé que cet argent était pour sa fille, pas pour les vautours qui tournent en rond quand quelqu'un meurt et laisse des choses derrière lui. Elle m'a dit que la somme était importante, qu'elle avait économisé toute sa vie en espèces en dehors de la banque parce qu'elle n'avait jamais eu confiance aux banques et parce que Francisco avait des contacts et des moyens de retracer des comptes qu'elle n'avait jamais bien compris. Mais ça l'effrayait. Je suis resté silencieux en traitant tout cela. Puis je lui ai demandé pourquoi elle me le disait à moi et pas à Martha. Et Norma m'a dit quelque chose qui m'a surpris. Elle m'a dit qu'elle l'avait déjà dit à Martha, que Martha savait tout, mais que Martha était trop bonne, trop intègre, et que si elle la laissait décider seule, elle finirait par faire quelque chose de légal, quelque chose de visible, quelque chose que Francisco pourrait retracer. C'est pourquoi elle avait besoin que je le sache aussi, pour que je puisse aider Martha à le protéger de la bonne manière. Je lui ai demandé quelle était la bonne manière. Norma m'a regardé fixement et a dit, cachez-le là où personne ne le cherchera. Elle n'a rien dit de plus. Ce même après-midi, Martha est arrivée avec les courses. Norma a fermé les yeux et a fait semblant de dormir, et le sujet n'a plus jamais été abordé entre elle et moi, mais je suis resté avec ces mots qui tournaient dans ma tête, cachez-le là où personne ne le cherchera. Et j'ai continué à attendre que Martha m'en parle, qu'elle me dise, qu'elle m'inclue dans ce qu'elle savait clairement déjà et planifiait déjà. Mais Martha ne m'a rien dit. Les jours ont passé, 1 semaine, 2 semaines, et Martha ne disait rien. Elle continuait avec ses appels depuis la salle de bain, avec ses silences, avec cette boîte en métal que j'avais vue un après-midi sur la table de la cuisine et qui avait disparu sans explication. Et moi, étant un homme pratique et concret qui ne s'invente pas de fantômes, je construisais le plus gros de tous sans m'en rendre compte parce que Norma m'avait dit qu'il y avait un homme qui cherchait quelque chose, mais elle ne m'avait jamais dit quand ni comment. Et dans ma tête, sans le vouloir, sans m'en donner la permission, je transformais cet avertissement en suspicion. Je remplissais les silences de Martha avec des réponses que j'inventais moi-même. Je transformais peu à peu ma femme, nuit après nuit, en un mystère qui me faisait peur. Et la nuit où je l'ai vue creuser dans le jardin, toutes ces semaines de silence et de suspicion ont explosé d'un coup et m'ont poussé vers le téléphone avant que ma tête ne puisse arrêter mes doigts. J'ai appelé le 911 pour ma femme. Pour la femme qui réalisait la dernière volonté de sa mère mourante. Pour la femme qui protégeait la seule chose que Norma lui avait laissée de la seule façon qu'elle connaissait. Je ne savais pas ça, cette nuit-là dans le jardin, appuyé contre le mur pendant que les policiers ouvraient la boîte. Je l'ai compris plus tard en couche, comme quand on épluche un oignon et qu'à chaque couche qu'on enlève, quelque chose de nouveau apparaît et fait plus mal que la précédente. Mais à ce moment-là, pendant que l'agent principal refermait le couvercle de la boîte en métal et marchait vers moi avec une expression qui n'était plus de la suspicion, mais quelque chose de plus difficile à nommer, je ne savais encore rien de tout ça. Je savais seulement que Martha me regardait de l'autre bout du jardin, et que dans son regard il n'y avait plus de douleur. Il n'y avait plus qu'autre chose. Quelque chose qui faisait plus mal que la douleur. Quelque chose qui s'installe dans les yeux d'une personne quand quelqu'un en qui elle avait une confiance totale fait quelque chose qu'elle n'attendait pas. Quelque chose qui n'a pas de nom exact, mais qu'on reconnaît immédiatement quand on le voit. C'était de la déception, et elle m'était destinée. L'agent s'est tenu devant moi et m'a regardé un instant avant de parler. C'était le regard de quelqu'un qui vient de comprendre une situation qui, au début, semblait être une chose et qui s'est avérée en être complètement une autre.
Ce n'était pas exactement un regard de jugement, mais ce n'était pas neutre non plus. C'était le regard d'un homme qui a vu beaucoup de nuits difficiles et qui sait faire la distinction entre une véritable menace et un malentendu qui ne peut plus être réparé. Il m'a demandé si je savais quelque chose sur le contenu de la boîte. Je lui ai dit que non, que je ne savais rien. Il m'a regardé une seconde de plus, comme pour mesurer si c'était vrai. Puis il a hoché la tête lentement et m'a dit que la boîte contenait de l'argent liquide, une somme qu'ils allaient devoir compter et documenter formellement. Qu'il y avait aussi des bijoux, plusieurs pièces, et des documents, certains dans des enveloppes scellées, d'autres en vrac. Il m'a dit que rien de ce qu'ils avaient trouvé ne constituait la preuve d'un crime, du moins pas à première vue, mais qu'il devait parler à ma femme pour comprendre le contexte. J'ai dit, d'accord. Il s'est éloigné vers l'endroit où se trouvait Martha. Je suis resté debout au même endroit, le dos contre le mur du fond du jardin, regardant l'agent s'approcher de ma femme et commencer à lui parler à voix basse. Martha écoutait, les bras croisés sur sa poitrine. Le regard baissé, hochant la tête de temps en temps. Elle ne pleurait pas. Elle était déjà passée de l'autre côté des pleurs, vers cet endroit sec et immobile où l'on va quand on n'a plus de larmes pour le moment, mais qu'on sait qu'elles reviendront plus tard en privé quand personne ne regardera. Je me demandais ce qu'il lui disait. Je me demandais ce qu'elle lui disait. Et je me suis demandé pour la première fois avec cette froide clarté qui arrive parfois trop tard, si j'avais détruit quelque chose cette nuit-là que je ne pourrais pas reconstruire facilement, ou peut-être jamais. La conversation entre Martha et l'agent a duré plusieurs minutes. À un moment donné, elle est entrée dans la maison et est revenue avec quelque chose dans les mains. Je ne pouvais pas voir ce que c'était de là où j'étais. Elle l'a tendu à l'agent. Il l'a vérifié, a hoché la tête, le lui a rendu, puis s'est approché du jeune agent. Ils ont échangé quelques mots à voix basse, et finalement, les deux ont marché vers moi. L'agent principal m'a expliqué ce qui s'était passé avec une voix complètement différente de celle qu'il avait utilisée à son arrivée. Plus calme, plus prudente, comme s'il choisissait ses mots non pas pour m'informer, mais pour ne pas me blesser plus que nécessaire. Il m'a dit que la dame, sa femme, avait expliqué la situation, que la boîte appartenait à sa mère, qui vivait avec nous et qui était gravement malade, que le contenu était une épargne personnelle de la vieille dame accumulée sur des décennies, destinée à sa fille comme héritage direct. Qu'il y avait une situation familiale compliquée, un parent qui avait fait pression sur la vieille dame, et que c'était pour cela que l'argent et les objets de valeur avaient été gardés en dehors du système bancaire par la décision de la dame elle-même. Que sa femme avait des documents pour étayer tout cela. Une lettre manuscrite de la mère, des pièces d'identité, et même une vieille déclaration notariée que la mère avait faite des années auparavant indiquant ses volontés. Il m'a dit tout cela en me regardant dans les yeux, et puis avec la même voix calme, il m'a dit qu'il n'y avait aucun crime à enquêter, qu'ils allaient classer le signalement, qu'ils documenteraient ce qui avait été trouvé comme protocole, mais que de leur point de vue. La situation était claire et ne nécessitait aucune autre action. Il m'a demandé si j'avais des questions. J'ai ouvert la bouche, je l'ai fermée, je l'ai rouverte, et la seule chose qui en est sortie a été, combien d'argent y avait-il dans la boîte? L'agent a hésité une seconde. Puis il m'a dit qu'il ne pouvait pas me donner de chiffre exact pour le moment parce qu'il ne l'avait pas compté formellement, mais qu'à première vue, cela semblait être une somme importante. Plusieurs milliers, peut-être plus. Cela m'a frappé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Non pas parce que l'argent m'importait à ce moment-là, mais parce que j'ai soudainement compris l'ampleur de ce que Norma avait gardé seule en silence pendant des années. L'ampleur du secret qu'elle avait porté et l'ampleur de la confiance qu'elle avait placée en sa fille pour le protéger. Une confiance que Martha avait honorée complètement et que j'avais interrompue avec un appel au 911. Les agents se sont préparés à partir. L'agent principal m'a serré la main. Il m'a dit qu'il espérait que tout se résoudrait bien, avec un ton qui faisait clairement référence non pas à l'enquête, mais à mon mariage. Puis ils sont partis. Les lumières bleues et rouges ont cessé de tournoyer sur les murs. Le bruit des moteurs des voitures de patrouille s'est estompé dans la rue et le silence du petit matin s'est de nouveau installé sur la maison comme si de rien n'était. Mais tout s'était passé. Je me suis tourné vers le jardin. Martha était agenouillée à côté du trou ouvert, la boîte en métal dans les mains, la serrant contre sa poitrine comme si c'était quelque chose de fragile. Ses yeux étaient fermés. Ses lèvres bougeaient légèrement en silence, comme si elle disait quelque chose à quelqu'un qui n'était pas là. Ou peut-être qu'elle l'était. Peut-être que Norma, à ce moment-là, d'une manière que je ne comprends pas et ne comprendrai jamais totalement, était là avec elle. Je ne me suis pas approché immédiatement.
Je suis resté à l'entrée du jardin à regarder ma femme dans ce moment. Ce n'était clairement pas pour moi. C'était à elle. C'était pour elles deux. Pour Martha et pour Norma, pour une fille et sa mère, pour un amour et une perte que je ne comprenais pas encore tout à fait, parce que personne ne m'avait encore dit ce qui s'était passé cette nuit-là avant que je ne me réveille. Personne ne m'avait dit que Norma était morte. Je l'ai découvert quand Martha a ouvert les yeux, m'a regardé depuis le sol du jardin et me l'a dit avec un calme qui était pire que n'importe quel cri. Elle m'a dit que sa mère était décédée cette nuit-là, qu'elle s'était levée pour aller la voir peu après minuit, comme elle le faisait toujours, et qu'elle l'avait trouvée, immobile, ne respirant plus, avec une expression paisible sur le visage. Comme quelqu'un qui avait simplement décidé que c'était assez et qui avait fermé les yeux pour la dernière fois. Elle m'a dit qu'elle était restée avec elle un moment, qu'elle lui avait tenu les mains, qu'elle avait pleuré silencieusement pour ne réveiller personne. Et puis, parce que sa mère le lui avait demandé, parce que c'était la dernière chose qu'elle lui avait demandé, elle s'était levée, avait pris la boîte que Norma gardait au fond de son placard, et était sortie dans le jardin pour réaliser cette dernière volonté. Pour l'enterrer dans le jardin sous le vieil arbre, là où personne n'irait chercher, là où Francisco ne penserait jamais à chercher. Là où elle serait en sécurité jusqu'à ce que Martha puisse faire les choses correctement avec un avocat, avec du temps, avec la tête froide, sans la pression d'un homme attendant comme un vautour que le corps de sa belle-sœur soit encore chaud pour réclamer ce qui n'était pas à lui. Elle m'a dit tout cela à voix basse, agenouillée sur la terre du jardin, avec la boîte dans les bras, le regard fixé sur moi, sans m'accuser, sans élever la voix, sans me dire que j'avais mal agi, bien que nous sachions tous les deux que c'était le cas, sans demander d'explication. Bien qu'elle les méritât. Elle me l'a juste dit comme un fait, comme quelque chose qui s'était déjà produit, et sur lequel il ne servait à rien de pleurer parce qu'il y avait des choses plus importantes sur lesquelles pleurer à ce moment-là. Et ce calme, cette dignité, m'ont brisé complètement. Je me suis agenouillé sur le sol à côté d'elle. Je ne savais pas quoi dire. Il n'y avait pas de mots pour ce moment-là. Il n'y en avait pas alors, et je ne crois pas qu'il y en ait maintenant non plus. J'ai posé une main sur son épaule, et elle ne s'est pas reculée, mais elle ne s'est pas rapprochée non plus. Elle est restée immobile, regardant la boîte avec l'expression de quelqu'un qui traite trop de choses à la fois et qui n'a plus de place pour en traiter une de plus. Je lui ai dit que j'étais désolé pour Norma, que j'étais désolé pour l'appel, que j'étais désolé pour tout. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle est restée silencieuse pendant plusieurs secondes, les yeux fixés sur le vieux bois de l'arbre au fond du jardin. Et puis, sans me regarder, elle m'a demandé une seule chose. Elle m'a demandé à quel moment j'avais cessé de lui faire confiance. Elle ne l'a pas dit avec colère. Elle ne l'a pas dit avec amertume. Elle l'a demandé comme quelqu'un qui a sincèrement besoin de comprendre, comme quelqu'un qui a passé 18 ans à construire quelque chose avec une autre personne et qui soudainement ne reconnaît pas le moment exact où quelque chose a commencé à se fissurer sans qu'aucun des deux ne le voie. Je ne savais pas quoi répondre. Et ce silence de ma part, ce silence maladroit et coupable qui s'est installé entre nous là dans le jardin à 3 heures du matin, avec la terre remuée et la boîte en métal dans ses mains et la chambre de Norma vide à l'intérieur de la maison. C'était peut-être la réponse la plus honnête que je pouvais lui donner, car la vérité était que je ne savais pas. Je ne savais pas à quel moment j'avais commencé à construire cette peur. Je ne savais pas à quel moment les silences de Martha avaient cessé d'être juste des silences pour devenir la preuve de quelque chose que j'avais moi-même inventé. Je ne savais pas quand j'avais franchi cette ligne invisible entre s'inquiéter pour quelqu'un et se méfier de quelqu'un. Je savais seulement que je l'avais franchi et que, de l'autre côté, rien de bon ne m'attendait. Cette nuit-là, aucun de nous n'a redormi. Nous sommes rentrés dans la maison en silence, l'un derrière l'autre, comme deux personnes partageant un espace, mais qui à ce moment-là habitent des mondes complètement différents. Martha a posé la boîte en métal sur la table de la salle à manger avec précaution, avec le même geste délicat qu'elle avait utilisé pour l'enterrer, comme si le contenu allait se briser si elle le traitait sans soin. Puis elle est allée directement dans la chambre de Norma. Je suis resté dans le salon. Je ne savais pas si je devais la suivre, si je devais lui laisser de l'espace. Je ne savais absolument rien à ce moment-là. Et c'était le sentiment le plus étrange de tous, parce que je suis un homme qui sait presque toujours quoi faire. C'est ce qui me définit. C'est ce que les gens disent de moi. C'est ce que j'ai moi-même cru pendant 45 ans. Ricardo sait toujours quoi faire. Mais ce petit matin-là, debout dans mon propre salon avec mes pieds nus sur le sol froid, je n'en avais pas la moindre idée. Je me suis assis sur le canapé,
J'ai éteint la lampe et je suis resté dans l'obscurité à écouter. De la chambre de Norma, aucun son ne venait. Pas de pleurs, pas de voix, seulement le silence. Le genre de silence qui s'installe dans une pièce quand la personne qui l'habitait n'est plus là. Un silence différent de celui des pièces vides normales. Plus dense, plus définitif, comme si l'air lui-même savait que quelque chose avait changé et ne savait pas encore comment s'y adapter. Je suis resté comme ça pendant je ne sais combien de temps. Peut-être une demi-heure, peut-être plus. À un moment donné, Martha est sortie de la chambre, a traversé le salon sans me regarder, est allée dans la cuisine. J'ai entendu le bruit de l'eau, le bruit d'une tasse, la cafetière qui s'allumait. Puis elle est revenue dans le salon avec 2 tasses et en a posé une sur la table pour moi sans rien dire. Elle s'est assise dans le fauteuil en face de moi. Et nous sommes restés tous les deux comme ça dans l'obscurité avec un café fumant entre nous, sans parler. C'est elle qui a parlé la première. Elle n'a pas commencé par cette nuit-là. Elle a commencé par le début avec Norma. Par ce à quoi avait ressemblé cette dernière semaine. Ces derniers jours, ces dernières heures. Elle m'a dit des choses que je ne savais pas. Parce qu'elle ne me les avait pas dites. Et pendant qu'elle parlait, j'ai compris pourquoi elle ne me les avait pas dites. Non pas parce qu'elle voulait me les cacher, mais parce que parfois la douleur est si grande qu'on ne sait pas comment la mettre en mots sans que ces mots la rendent encore plus réelle. Elle m'a dit que Norma avait empiré beaucoup plus vite que les médecins ne l'avaient dit. Que les 5 derniers jours, elle n'avait presque rien mangé, qu'il y avait des moments de lucidité et des moments où elle ne reconnaissait pas très bien où elle était. Bien qu'elle ait toujours reconnu Martha, toujours jusqu'à la fin. Elle m'a dit que 2 jours avant sa mort, dans un de ces moments de lucidité, Norma lui avait demandé de s'asseoir à côté d'elle et avait parlé pendant presque 1 heure d'affilée. Qu'elle lui avait dit des choses sur sa vie que Martha n'avait jamais su. Des choses de l'époque où elle était jeune, des choses sur le père de Martha, des choses sur les années difficiles qu'ils avaient vécues avant la naissance de Martha, et que Norma n'avait jamais voulu raconter. Parce que, disait-elle, le passé est le passé, et il ne sert à rien de remuer ce qui est déjà réglé. Elle m'a dit que dans cette conversation, Norma avait parlé de Francisco, et c'est là que j'ai compris des choses que je n'avais qu'à moitié comprises auparavant. Francisco n'était pas seulement un parent gênant. Francisco était un homme qui était convaincu depuis des années qu'une partie de l'argent que Norma avait accumulé lui appartenait pour des raisons qui avaient trait à une vieille dette entre lui et le mari de Norma. Une dette qui, selon Francisco, n'avait jamais été payée et qui, selon Norma, n'avait jamais existé de la manière dont Francisco la racontait. C'était une de ces querelles familiales qui commencent par de l'argent et finissent par être une question de fierté et de ressentiment, qui sont les pires parce qu'elles n'ont pas de solution logique. Elles ne se terminent que lorsque l'un des deux se fatigue ou que l'un des deux disparaît. Norma avait vécu pendant des décennies en sachant que Francisco attendait. Que dès qu'elle mourrait, Francisco apparaîtrait avec des papiers, avec des avocats, avec des arguments, avec ce sourire aux trop nombreuses dents que j'avais vu une fois et qui, maintenant en m'en souvenant, semblait exactement être ce qu'il avait toujours été. C'est pourquoi l'argent était en liquide. C'est pourquoi il était en dehors de la banque. C'est pourquoi Norma avait préparé des documents notariés des années auparavant, déclarant ses volontés. Et c'est pourquoi elle avait demandé à Martha de le cacher dès sa mort avant d'appeler qui que ce soit. Avant de signaler quoi que ce soit, avant que Francisco ne puisse l'apprendre et commencer à bouger ses pions, Martha m'a expliqué tout cela avec le même calme avec lequel elle avait commencé à parler, sans élever la voix, sans pleurer. Bien que je visse sur son visage l'effort qu'elle faisait pour se contenir. Et en l'écoutant, à mesure que chaque pièce se mettait en place, j'ai ressenti quelque chose que je ne sais pas tout à fait nommer. C'était un mélange de soulagement et de honte. Le soulagement de comprendre enfin, la honte d'avoir mis si longtemps à demander. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait rien dit avant. Elle est restée silencieuse un moment, fixant sa tasse. Puis elle m'a dit que Norma lui avait demandé de ne rien dire pour l'instant. Que tant que Norma était en vie, moins il y avait de gens au courant, mieux c'était. Que Francisco avait des moyens d'obtenir des informations qu'aucune d'elles ne comprenait totalement et que Norma préférait que le cercle des personnes au courant soit aussi restreint que possible. Puis elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit autre chose. Elle m'a dit qu'elle avait aussi eu peur de ma réaction. Cela m'a stoppé. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là. Elle m'a dit qu'elle me connaissait, qu'elle savait comment j'étais, que je suis un homme droit, que je crois qu'il faut faire les choses dans les règles, que les secrets et les situations qui vivent en dehors des règles me mettent mal à l'aise, même si les raisons sont valables.
Elle m'a dit qu'elle savait que si je découvrais qu'il y avait une boîte avec plusieurs milliers en liquide dans notre maison, ma première impulsion serait de dire que nous devions le déclarer, que nous devions faire les choses bien, que nous devions suivre la procédure correcte. Elle m'a dit que cette impulsion, bien qu'elle fût bonne, bien qu'elle fût honnête, bien qu'elle fût tout à fait moi, était exactement ce dont Francisco avait besoin pour gagner. Et elle avait raison. C'est ce qui m'a frappé le plus durement dans tout ce qu'elle m'a dit cette nuit-là. Qu'elle avait raison. Qu'elle me connaissait si bien. Qu'elle savait à l'avance comment j'allais réagir. Et que ma réaction, bien intentionnée et tout, aurait pu détruire la seule chose que Norma avait protégée pendant des décennies pour sa fille. Je suis resté silencieux pendant un long moment. Puis je lui ai demandé combien il y avait dans la boîte. Martha a hésité. Puis elle m'a dit qu'elle n'avait rien compté du tout, qu'elle n'avait pas eu la tête à ça cette nuit-là, mais que Norma lui avait dit qu'il y avait environ 43 000 $ en espèces, plus les bijoux que Norma avait un jour estimés à environ 12 000 $. Plus les documents qui incluaient le titre de propriété d'un petit terrain dans la ville où Norma était née. Une propriété que Francisco prétendait aussi lui appartenir et pour laquelle Norma s'était battue légalement pendant des années pour la garder à son nom. 55 000 $, plus une propriété, plus une histoire vieille de plusieurs décennies. Le tout gardé dans une boîte en métal verte avec de la rouille dans les coins. Enterré sous le vieil arbre dans un jardin à 2 heures du matin par une femme qui venait de perdre sa mère et qui n'avait même pas eu le temps de faire son deuil correctement avant de devoir protéger la seule chose que cette mère lui avait laissée. Je me suis levé du canapé, je suis allé vers Martha et je me suis agenouillé devant elle. Pas sur le sol du jardin cette fois, mais sur le sol de notre salon, devant le fauteuil où elle était assise avec la tasse dans les mains, me regardant avec cette expression que je ne savais plus lire complètement, mais que j'avais besoin d'essayer de lire. J'ai pris ses mains. Elles étaient encore froides de la nuit dehors, de la terre, de tout ça. Je lui ai dit que j'étais désolé. Pas de la manière superficielle dont on le dit quand on ne sait pas quoi dire d'autre. Je l'ai dit pour de vrai, de l'intérieur, de cet endroit où les mots sont difficiles parce qu'ils viennent chargés de tout ce qu'il a fallu reconnaître avant de pouvoir les prononcer. Je lui ai dit que j'étais désolé pour Norma. Je lui ai dit que j'étais désolé pour l'appel. Je lui ai dit que j'étais désolé de ne pas avoir demandé avant, d'avoir rempli les silences avec mes propres histoires au lieu de simplement lui demander ce qui se passait. Martha m'a écouté. Elle n'a pas dit que c'était bon. Elle n'a pas dit qu'elle me pardonnait. Elle n'a rien dit de tout ça. Et je ne m'y attendais pas. Elle m'a juste écouté avec les yeux humides, mais sans pleurer, en serrant mes mains à peine, tout juste à peine, avec ses doigts froids, comme si elle n'était pas tout à fait sûre de vouloir continuer à les tenir ou de les lâcher encore. Et dehors, dans le jardin, le vieil arbre que nous n'avions jamais abattu était toujours là, avec le trou ouvert à côté, et la terre remuait brillant faiblement sous la première lumière grisâtre de l'aube qui commençait à filtrer au-dessus des clôtures du quartier. La nuit était finie, mais ce qui venait ensuite ne faisait que commencer. Les jours qui ont suivi ont été les plus étranges que j'ai vécus en 18 ans de mariage. Il n'y a pas eu de dispute, pas de cris, pas de porte claquée ni de maudits dans le feu de l'action qu'on ne peut plus retirer ensuite. Rien de tout cela. Et paradoxalement, c'était la chose la plus difficile à gérer. Car quand il y a des cris, on sait où on en est. On sait qu'il y a de la colère. On sait qu'il y a de la blessure. On sait qu'il y a quelque chose à traiter. Mais le silence tranquille qui s'est installé entre Martha et moi après cette nuit-là était un silence différent d'avant. C'était un silence nouveau et inhabituel qu'aucun de nous ne savait trop comment habiter. Nous continuions à vivre dans la même maison. Nous continuions à prendre le petit déjeuner ensemble. Nous continuions à nous dire les choses nécessaires, les choses du quotidien sur le supermarché, les factures et les courses. Mais il y avait quelque chose qui s'était déplacé entre nous, quelque chose qui était à un endroit avant et qui était maintenant à un autre. Et aucun de nous ne savait encore comment l'accommoder. Le premier jour a été consacré à la paperasse. Martha a dû appeler les autorités pour signaler le décès de Norma, la chose qu'elle avait repoussée ce matin-là pour s'occuper d'abord de la boîte. Maintenant, il fallait le faire avec tout le poids et la formalité que cela implique. J'étais avec elle. Je l'ai accompagnée à chaque appel, à chaque bureau, à chaque signature. Non pas parce qu'elle me l'avait demandé, mais parce que c'était la bonne chose à faire et parce que c'était le moins que je puisse faire après ce qui s'était passé. C'était une longue journée épuisante, le genre qui vous vide, non pas de tristesse, mais d'énergie, comme si votre corps avait utilisé tout son carburant pour traiter des choses auxquelles il n'était pas préparé.
À un moment donné ce jour-là, pendant que nous attendions dans un bureau avec des chaises en plastique et une lumière fluorescente, Martha m'a dit qu'elle avait appelé un avocat, qu'un ami lui avait recommandé quelqu'un de confiance, spécialisé dans les successions et les héritages. Qu'elle avait rendez-vous le lendemain, qu'elle voulait tout mettre en ordre avant que Francisco n'apprenne la mort de Norma. Je lui ai demandé s'il le savait déjà. Francisco. Elle a dit que non, pas encore. Que la nouvelle ne s'était pas encore répandue dans la famille élargie, qu'ils avaient peut-être un jour ou deux avant que cela n'arrive à ses oreilles par un canal familial qu'on ne peut jamais totalement contrôler. Je lui ai demandé si elle voulait que j'aille avec elle chez l'avocat. Elle m'a regardé un instant et a dit « oui », d'une voix qui n'était ni chaleureuse ni froide. C'était simplement honnête. Oui, une seule syllabe. Mais dans cette syllabe, il y avait quelque chose que j'ai pris à deux mains parce que c'était la seule chose que j'avais à ce moment-là. Le lendemain, nous y sommes allés ensemble. L'avocat était un homme plus âgé, le genre qui inspire confiance, non pas par ce qu'il dit, mais par la façon dont il écoute. Il a écouté tout ce que Martha a expliqué sans l'interrompre, prenant des notes dans un carnet en papier, hochant la tête de temps en temps. Quand Martha a fini, il a examiné les documents que Norma avait préparés, la lettre manuscrite, la déclaration notariée, le titre de propriété, tout. Il a pris son temps, puis nous a dit que la situation était compliquée mais gérable, que les documents de Norma étaient solides, que la déclaration notariée avait suffisamment de poids juridique pour établir clairement les volontés de la dame. Que Francisco pourrait essayer de la contester parce que ce genre de personne essaie toujours. Mais avec cette documentation, les chances qu'il gagne étaient faibles. Puis il nous a dit quelque chose auquel aucun de nous ne s'attendait. Il nous a dit qu'il était conseillé de transférer l'argent liquide sur un compte formel dès que possible, avec une trace claire de son origine et de la volonté de Norma. Que le laisser en espèces et non enregistré était exactement le genre de situation que Francisco pourrait utiliser pour arguer d'irrégularité. Que la meilleure protection pour Martha dans ce cas n'était pas de cacher l'argent, mais de le rendre complètement visible, complètement traçable, complètement légal. Martha l'a écouté, a hoché la tête, et j'ai vu quelque chose sur son visage que je n'avais pas vu depuis des jours. Une sorte de soulagement, petit, fragile, mais réel. Comme quand on porte quelque chose de lourd depuis longtemps, et que quelqu'un vous dit enfin où vous pouvez le poser. Nous avons quitté le bureau de l'avocat avec une liste d'étapes à suivre et quelque chose qui ressemblait à un plan. Et pour la première fois depuis ce petit matin-là, nous avons marché dans la rue ensemble sans ce nouveau et étrange silence entre nous. Nous n'avons parlé de rien d'important. Nous avons parlé de petites choses, de la météo, du fait que nous avions faim, d'une boulangerie au coin de la rue qui, selon Martha, avait attiré son attention. Nous sommes entrés, nous avons acheté du pain. C'était un moment absolument ordinaire, et c'était le moment le plus important de ces jours-là parce qu'il m'a montré que nous étions encore capables d'avoir des moments ordinaires, que tout n'avait pas été brisé. Mais Francisco est arrivé plus tôt que prévu. 2 jours après notre visite chez l'avocat, Martha a reçu un appel. J'étais dans l'autre pièce et je n'ai pas entendu la conversation, mais j'ai entendu le changement dans sa voix. Ce changement qu'on apprend à détecter après des années de vie commune avec quelqu'un, comme une note de musique soudainement un demi-ton plus haut ou plus bas que la normale. Je suis sorti dans le couloir. Je l'ai vu debout dans la cuisine, le téléphone à la main et une expression à moitié calme et à moitié quelque chose de plus dur, de plus résolu. Quand elle a raccroché, elle m'a regardé et m'a dit que c'était Francisco. Je lui ai demandé ce qu'il avait dit. Elle m'a dit qu'il avait appelé pour présenter ses condoléances avec cette voix de ceux qui présentent des condoléances sans les ressentir, avec cette chaleur fabriquée qui dure exactement le temps d'arriver à ce qu'ils veulent vraiment dire. Qu'il avait demandé comment allaient les choses. Qu'il avait mentionné en passant, avec un naturel trop répété, qu'il savait que Norma avait mis des choses de côté et qu'il espérait que tout était en ordre parce qu'il y avait certaines affaires en suspens entre lui et Norma qu'il considérait important de régler. Certaines affaires en suspens. Martha m'a dit ces mots avec un calme qui m'a impressionné, sans trembler, sans se mettre en colère, avec cette froideur qu'on développe quand on sait depuis des années que quelque chose arrive et que ça arrive enfin, et qu'on n'a plus peur parce que la peur s'est épuisée dans l'attente. Je lui ai demandé ce qu'elle avait répondu. Elle m'a dit qu'elle avait répondu que tout était entre les mains de son avocat et que toute communication devait se faire par ce canal. Je l'ai regardée fixement un instant et je lui ai dit que j'étais fier d'elle. Je ne l'avais pas prévu. Je n'y avais pas pensé avant de le dire. C'est juste sorti, comme les choses vraies, sans permission et sans protocole. Martha m'a regardé, et pour la première fois depuis ce petit matin dans le jardin,
j'ai vu quelque chose sur son visage qui ressemblait à ce que je connaissais. Ce n'était pas le même sourire d'autrefois. Ce n'était pas la chaleur totale d'avant, mais c'était quelque chose. Une étincelle, une petite fissure dans le mur qui s'était dressée entre nous par laquelle passait un peu de lumière. Je n'ai rien dit de plus. Elle non plus. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis la nuit de la pelle et du trou et des policiers et du « mon Dieu » murmuré dans le jardin, Martha s'est endormie du même côté du lit où elle avait toujours dormi. Sans séparation d'oreiller, sans cette distance d'1 millimètre, mais infinie, qui avait existé les nuits précédentes. Et je suis resté éveillé un peu plus longtemps, comme je le fais toujours, à écouter sa respiration dans l'obscurité. Mais cette fois, ce n'était pas la respiration d'un mystère. C'était la respiration d'une femme qui avait porté trop de choses seule pendant trop longtemps. Qui avait honoré sa mère de la seule façon qu'elle connaissait, qui avait protégé ce qu'elle devait protéger, tout en affrontant simultanément la douleur de la perdre et la trahison inattendue de celui qui aurait dû la trahir le moins. Moi. Ce mot s'est installé dans ma tête dans l'obscurité et n'est pas parti facilement. J'avais été cette trahison. Moi qui me croyais l'homme pratique, celui qui ne s'énerve pas, celui qui sait toujours quoi faire. Il s'est avéré que quand cela importait le plus, quand ma femme avait le plus besoin de moi, ce que j'ai fait, c'est construire un fantôme et appeler la police pour elle. Et pourtant, elle était là, respirant à côté de moi, dormant à sa place. Non pas parce que je le méritais, mais parce que c'est ce qu'elle était. C'est ce que j'ai compris cette nuit-là. Enfin, sans bruit autour, juste sa respiration calme dans l'obscurité. Que le pardon, quand il est vrai, ne vient pas avec de grands mots ou des gestes dramatiques. Il vient lentement en silence, comme quelqu'un qui reprend sa place dans le lit sans faire d'histoire, et que j'allais devoir apprendre à le mériter. J'apprends encore. Francisco n'a pas mis longtemps à montrer son vrai visage. 3 jours après cet appel où il avait fait semblant de présenter ses condoléances, une lettre est arrivée. Une lettre formelle avec l'entête d'un avocat, rédigée dans ce langage technique et froid spécifiquement conçu pour intimider les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire ce type de document. C'est moi qui l'ai reçu car Martha était partie tôt pour une course et j'étais à la maison. J'ai signé pour la réception sans réfléchir. Je l'ai ouverte, et en la lisant, j'ai senti l'air de la cuisine s'alourdir. Francisco réclamait une part des biens de Norma, et pas une petite part. Il réclamait l'équivalent de $10 000, qui, disait-il, représentait une dette impayée de son beau-frère, le défunt mari de Norma, contractée il y a des décennies dans une affaire que, selon Francisco, il avait en partie financée avec son propre argent. Il avait joint ce qu'il prétendait être la preuve de cette dette. Un document manuscrit, sans en-tête, sans notaire, avec une signature qui était prétendument celle du mari de Norma, un bout de papier dont n'importe qui avec un demi-cerveau pouvait voir exactement ce que c'était, un papier fabriqué pour une occasion exactement comme celle-ci. Il mentionnait aussi la propriété. Il disait avoir des raisons de croire que la propriété que Norma avait à son nom dans sa ville natale avait été acquise à l'origine avec des fonds communs et qu'il avait droit à une compensation. Il ne disait pas combien, il laissait la question ouverte. Comme ceux qui savent que les blessures ouvertes font plus mal que les blessures fermées, il la laissait ouverte. J'ai laissé la lettre sur la table. Quand Martha est arrivée, je la lui ai montrée sans rien dire. D'abord, je l'ai vue la lire. J'ai vu sa mâchoire se crisper légèrement. Ce petit geste qu'elle fait quand quelque chose la dérange profondément, mais qu'elle décide de ne pas lui donner le pouvoir de se montrer sur son visage. Quand elle a fini de lire, elle l'a pliée, l'a remise dans l'enveloppe, et m'a dit d'une voix complètement plate que c'était exactement ce que l'avocat avait anticipé. Je lui ai demandé comment elle se sentait. Elle m'a dit qu'elle se sentait prête, et elle le pensait vraiment. Ce n'était pas une pause. Ce n'était pas un courage fabriqué pour mon bénéfice. C'était quelque chose de sincère, quelque chose qui venait du fait d'avoir traversé la pire nuit de sa vie et d'en être ressorti de l'autre côté, toujours entière, toujours debout, toujours capable de boire du café le matin et de lire des lettres d'avocat sans s'effondrer. Elle a appelé son avocat le jour même. J'étais présent lors de cet appel, assis à côté d'elle à la table de la salle à manger, l'écoutant expliquer le contenu de la lettre avec précision et sans drame. L'avocat l'a écouté, a posé quelques questions, et lui a dit qu'il répondrait formellement dans les jours suivants, qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Que le document que Francisco présentait comme preuve de dette était exactement le type d'instrument que les tribunaux considéraient avec un grand scepticisme lorsqu'il n'y avait ni notarisation ni témoin vérifiable.
que la déclaration notariée de Norma et la lettre manuscrite qu'elle avait laissée étaient des documents beaucoup plus solides. Martha a raccroché et m'a regardé. Je lui ai demandé ce que nous pouvions faire en attendant. Elle m'a dit que la chose la plus importante était de ne rien faire d'impulsif. Que Francisco attendait exactement ça. Une réaction émotionnelle, une erreur, quelque chose qu'il pourrait utiliser. Que la meilleure réponse était le silence, la patience et laisser l'avocat faire son travail. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, c'était difficile pour moi car je suis le genre de personne qui a besoin de faire quelque chose quand il y a un problème. Qui a besoin de bouger. Résoudre, agir. Rester immobile pendant que Francisco avançait ses pions m'était presque physiquement difficile, mais Martha avait raison et j'étais redevable de son jugement, alors je suis resté immobile. Les jours suivants ont été une combinaison de procédures légales, de démarches pour le décès de Norma et de cette reconstruction silencieuse, sans nom, que Martha et moi faisions sans en parler directement. Nous tournions autour de la blessure sans la toucher de front, mais nous ne l'ignorions pas non plus. C'était quelque chose entre les deux, quelque chose qu'aucun de nous n'avait fait auparavant parce que nous n'en avions jamais eu besoin. Un après-midi, alors que nous rangions la chambre de Norma pour commencer lentement à emballer ses affaires, nous avons trouvé quelque chose qu'aucun de nous n'attendait. C'était une petite boîte en carton déchirée au fond du placard, derrière les vêtements. Pas la boîte en métal que nous connaissions déjà, mais une toute autre boîte. Martha l'a sortie, l'a posée sur le lit et l'a ouverte avec la même délicatesse avec laquelle elle faisait toutes les choses liées à sa mère. À l'intérieur, il y avait des photographies, des décennies de photographies. Norma jeune fille avant de se marier avec un sourire que Martha a dit n'avoir jamais connu en personne. Un sourire de quelqu'un qui n'a encore rien porté de lourd. Le mari de Norma. Le père de Martha à différentes étapes de sa vie. Martha bébé, enfant, adolescente. Des photos d'anniversaire, de Noël, de jours ordinaires que quelqu'un avait jugés assez importants pour les photographier et les garder. Et parmi toutes ces photos, une lettre pliée en 4, glissée dans une enveloppe sans inscription, écrite avec l'écriture serrée et verticale de Norma. Martha l'a ouverte lentement, l'a lue en silence, et je l'ai regardé lire. J'ai vu comment ses yeux se déplaçaient sur les lignes. J'ai vu comment, à un moment donné, sa respiration a changé. J'ai vu comment ses lèvres ont légèrement tremblé avant qu'elle ne les pince pour les contrôler. Quand elle a eu fini, elle a plié la lettre et l'a tenue contre sa poitrine un instant en fermant les yeux. Je lui ai demandé à voix très basse si je pouvais savoir ce qu'elle disait. Elle m'a regardé et me l'a tendue. Je l'ai prise avec précaution, je l'ai ouverte et j'ai lu. C'était une lettre de Norma à Martha, écrite à l'avance avec la lucidité de ceux qui savent que leur temps est compté et décident de l'utiliser pour dire ce qu'ils auraient toujours dû dire. Elle lui disait qu'elle avait été la meilleure fille que l'on puisse espérer, qu'elle savait qu'elle s'était beaucoup occupée d'elle, plus qu'aucune fille ne devrait avoir à le faire, et qu'elle n'avait pas pris cela pour acquis un seul jour. Elle lui disait que l'argent n'était pas un héritage au sens froid du terme, mais des excuses et un cadeau à la fois. Des excuses pour les années de silence sur des choses qu'elle aurait dû lui dire avant, un cadeau pour tout ce que Martha lui avait donné sans rien demander en retour. Et à la fin, dans les dernières lignes, Norma avait écrit quelque chose qui m'a complètement arrêté. Elle avait écrit qu'elle était confiante que Martha n'était pas seule, qu'elle savait que Ricardo était un homme bon. Bien que parfois, les hommes bons fassent des erreurs pour les mauvaises raisons. Qu'elle espérait que lorsqu'un moment difficile viendrait, et le moment difficile vient toujours, tous les deux sauraient se regarder sans le filtre de la peur et se rappeler pourquoi ils avaient choisi d'être ensemble. J'ai relu ces lignes 2 fois, 3 fois. Norma l'avait écrit avant de mourir, avant cette nuit-là, sans savoir exactement ce qui allait se passer. Mais comme si elle le savait, comme si elle nous connaissait tous les deux assez bien pour anticiper que nous aurions besoin exactement de ça, ce rappel, cette petite boussole manuscrite dans une lettre rangée au fond d'un placard. J'ai levé les yeux vers Martha. Elle me regardait avec cette expression que j'avais appris à lire avant cette nuit-là et que j'apprenais à relire comme s'il fallait la relire avec d'autres yeux, avec plus de soin, avec moins de suppositions. Je n'ai rien dit. Elle non plus. Mais il s'est passé quelque chose dans cette chambre, parmi ces photos et cette lettre et l'odeur encore présente de Norma sur les draps que nous n'avions pas encore lavés parce qu'aucun de nous n'en avait encore été capable. Quelque chose de petit, mais réel. Comme lorsqu'une fenêtre qui est restée fermée pendant longtemps s'ouvre juste d'une fente et laisse entrer un peu d'air frais. Ça ne résout rien, mais ça change la température de la pièce. Cette nuit-là, après le dîner, Martha m'a demandé quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas.
Elle m'a demandé si je regrettais d'avoir appelé le 911. Elle ne l'a pas demandé cruellement. Elle ne l'a pas demandé pour me faire culpabiliser. Elle l'a demandé comme quelqu'un qui veut sincèrement comprendre, qui a besoin de comprendre, qui construit quelque chose et a besoin de savoir quel matériau il a. J'ai pris mon temps pour répondre. Je lui ai dit que oui, que je le regrettais. Que si je pouvais revenir en arrière, je ne le ferais pas. Que l'image d'elle agenouillée sur le sol du jardin avec la police autour d'elle, au moment le plus douloureux de sa vie, était une image qu'il me faudrait beaucoup de temps pour cesser de voir quand je fermerais les yeux. Puis je lui ai dit autre chose. Je lui ai dit que même si je le regrettais, je comprenais aussi d'où venait cette peur. Que ce n'était pas une excuse, que je ne le disais pas pour me justifier, mais parce que je croyais que nous méritions tous les deux de comprendre exactement ce qui s'était passé entre nous pour que j'en arrive à ce point. Pour que le silence se soit transformé en suspicion sans qu'aucun de nous ne le remarquât tant. Martha m'a écouté jusqu'au bout. Puis elle a dit qu'elle y était aussi pour quelque chose. Qu'elle avait porté le secret de Norma d'une manière qui m'avait exclu plus que nécessaire. Que la peur de ma réaction l'avait amené à créer exactement la distance qui avait ensuite été comblée par mes pires interprétations. Ce n'était pas une réconciliation de film. Il n'y avait pas de musique de fond, pas de longue étreinte, pas de mots parfaits. C'était une conversation entre deux personnes fatiguées, assises à la table de leur cuisine, se disant des choses difficiles avec l'honnêteté maladroite et courageuse de ceux qui savent que ce qu'ils ont vaut la peine d'être sauvés. Et ça, à ce moment-là, c'était suffisant. C'était plus que suffisant. Cela fait 4 mois depuis cette nuit-là. 4 mois qui ressemblent parfois à 4 ans et parfois à 4 jours, selon le moment où on les regarde. Le temps fait ça quand quelque chose d'important se produit. Il s'étire et rétrécit en fonction du poids de ce qu'il transporte. Et ce qui s'est passé ce petit matin-là dans mon jardin a assez de poids pour déformer n'importe quel calendrier. Francisco a déposé sa plainte formelle au tribunal. Il l'a fait exactement comme l'avocat l'avait anticipé, avec un document manuscrit comme preuve principale, avec des arguments construits sur une version des faits qui était assez vague pour être difficile à réfuter immédiatement, mais assez spécifique pour causer des dégâts. Si on n'était pas préparé, c'était le genre de manœuvre légale qui ne cherche pas nécessairement à gagner, mais à user, à rendre le processus si long et coûteux que l'autre partie décide que ça ne vaut pas la peine de se battre et cède quelque chose juste pour que ça se termine. Mais Francisco ne connaissait pas bien Martha. L'avocat a répondu avec tout ce qu'il avait. La déclaration notariée de Norma, la lettre manuscrite. Les relevés bancaires qui montraient que l'argent avait été accumulé par Norma pendant des décennies par de petits dépôts et retraits en espèces avec un modèle parfaitement cohérent pour une personne qui épargne personnellement et systématiquement. Les documents de propriété qui prouvaient que Norma l'avait acquise avant même de rencontrer le beau-frère qui la réclamait maintenant. Le juge qui a examiné l'affaire initiale a pris 3 semaines pour rendre sa première décision. Il a complètement rejeté la réclamation de Francisco sur l'argent liquide, a déterminé que les preuves présentées par Francisco n'avaient pas un poids juridique suffisant pour établir l'existence d'une dette légitime et que la documentation de Norma était claire quant à ses volontés. Francisco pourrait faire appel, et le ferait probablement, mais ce premier rejet était un signe important de la direction que prenait le processus. La propriété était toujours en litige. Cela allait prendre plus de temps. Mais ce jour-là, quand l'avocat a appelé Martha pour lui annoncer la nouvelle, j'étais assis à côté d'elle sur le canapé du salon. Je l'ai vue écouter. J'ai vu comment ses épaules se sont affaissées d'1 centimètre pendant qu'elle écoutait, cette petite descente que fait le corps lorsqu'il lâche quelque chose qu'il a maintenu tendu pendant trop longtemps. J'ai vu comment elle a fermé les yeux un instant. Et quand elle a raccroché, elle est restée immobile pendant quelques secondes avec le téléphone à la main avant de me dire ce que l'avocat avait dit. Quand elle a fini de me raconter, je lui ai pris la main. Cette fois, elle a serré la mienne en retour. Pas avec force, avec douceur, mais elle l'a serrée. Et cela valait plus que tout ce que j'aurais pu dire ou faire au cours de ces 4 mois. La blessure entre nous n'était pas fermée. Je veux être honnête à ce sujet parce qu'il serait très facile d'arriver à ce point de l'histoire et de dire que tout a été résolu, que l'amour triomphe de tout, qu'il a suffi de se parler et de se comprendre et voilà. Mais ce ne serait pas vrai. Et la vérité, même si elle est plus difficile à dire, est la seule chose qui vaille la peine d'être racontée. Il y a eu des nuits où Martha se murait dans un silence que je reconnaissais. Un silence qui n'était pas le silence tranquille habituel. Mais cet autre silence, le nouveau, celui qui est venu après cette nuit-là. Et j'ai appris à ne pas le remplir de suppositions.
J'ai appris, avec difficulté, avec un véritable effort, à simplement être présent dans ce silence sans le transformer en un problème qui devait être résolu. Parfois, je me demandais à quoi elle pensait. Parfois, je le lui demandais à voix haute et elle me répondait, pas toujours ce à quoi je m'attendais. Parfois, elle me disait qu'elle pensait à sa mère. Parfois, elle me disait qu'elle ne pensait à rien de précis. Parfois, elle me disait qu'elle pensait à nous, à comment nous étions avant et comment nous étions maintenant. Et si le chemin entre ces deux points était quelque chose qui pouvait être parcouru à l'envers ou si c'était l'un de ces chemins qui ne vont que dans un sens. Je gardais cette question pour moi aussi, silencieusement, sans réponse encore. Un dimanche matin, environ 6 semaines après cette nuit-là, Martha a proposé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle m'a dit qu'elle voulait aller dans le jardin, qu'elle voulait planter quelque chose dans le trou qui avait été rebouché à côté du vieil arbre, que ça ne semblait pas juste de le laisser comme ça, juste de la terre remuée avec rien dessus, comme une blessure sans cicatrice. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait planter. Elle m'a dit des roses. Que Norma avait toujours voulu des roses dans ce jardin et qu'elle n'avait jamais réussi à se mettre d'accord sur l'endroit où les planter. Nous sommes allés à la pépinière ensemble cet après-midi-là. Nous avons choisi les plantes ensemble. Martha a choisi une variété de roses rouges foncées que le vendeur de la pépinière a dite robuste, le genre qui survit bien dans différents climats, le genre qui n'a pas besoin de trop de soins particuliers pour rester en vie. Il m'a semblé qu'elle n'avait pas choisi cette variété par hasard. Nous sommes rentrés à la maison. Nous avons préparé la terre ensemble. Nous avons planté les roses ensemble. C'était un moment étrangement paisible, un de ceux dont on ne sait pas qu'on en a besoin jusqu'à ce qu'on les vive. Nous avons travaillé en silence la plupart du temps, mais c'était le bon silence, l'ancien, celui qui n'était pas lourd. Et quand nous avons fini et que nous avons reculé pour regarder ce que nous avions fait, les mains pleines de terre et le dos un peu fatigué, Martha a fixé le vieil arbre et les nouvelles roses pendant un long moment. Puis elle a dit à voix basse que sa mère aurait été heureuse. Je n'ai rien répondu. Je suis resté debout à côté d'elle et nous avons tous les deux regardé ce coin du jardin qui, des semaines auparavant, avait été le théâtre de la nuit la plus compliquée de notre mariage et qui maintenant, avec de la terre fraîche et des roses nouvellement plantées, et la lumière de l'après-midi tombant sur le vieil arbre, avait l'air complètement différent. Pas le même qu'avant. Il n'allait jamais avoir l'air le même qu'avant, mais différent d'une manière qui n'était pas nécessairement pire, juste différent, comme toutes les choses qui traversent une épreuve difficile et en ressortent transformées de l'autre côté. Cette nuit-là, pour la première fois depuis que tout s'était passé, nous avons parlé de Norma sans que ça fasse mal de la même façon. Nous avons parlé de bons souvenirs, de choses que Norma avait l'habitude de dire et qui les faisaient rire, d'habitudes qu'elle avait qui les rendaient parfois folles, et qui maintenant, avec la distance que donne l'absence, devenaient les choses qui leur manquaient le plus. Nous avons ri 1 ou 2 fois, pas beaucoup, mais nous avons ri. Et ça aussi, ça valait beaucoup. La procédure judiciaire avec Francisco est toujours ouverte. L'avocat dit que cela pourrait prendre encore plusieurs mois selon que Francisco décide de faire appel de la décision sur l'argent et selon l'évolution de la question de la propriété. Il y a des audiences en attente. Il y a des documents encore en cours d'examen. Il y a une incertitude qu'aucun de nous ne peut résoudre à la hâte parce que ces choses ne se résolvent pas à la hâte. Mais Martha ne porte plus ça seule. C'est le changement le plus important de tous. Plus que n'importe quelle résolution légale, plus que n'importe quelle conversation que nous ayons eue, plus que n'importe quel geste ou mot au moment des 4 derniers mois, c'est que maintenant, ce qui doit être porté est porté à 2. Que lorsqu'une lettre de l'avocat de Francisco arrive, Martha ne la lit pas seule dans la cuisine pour la ranger avant que je n'arrive. Elle me la montre. Elle m'en parle. Parfois elle demande mon avis et parfois non. Mais elle m'inclut toujours. Et moi, de mon côté, j'ai appris quelque chose que j'aurais dû apprendre beaucoup plus tôt. J'ai appris que faire confiance à quelqu'un ne veut pas dire n'avoir jamais peur. Cela signifie choisir consciemment de ne pas laisser la peur parler plus fort que les 18 années de raison que l'on a de faire confiance. Cela signifie que lorsqu'un silence apparaît et que je ne le comprends pas, ma première réponse n'est plus de construire une histoire autour de ce silence, mais simplement de demander en quelques mots, « Tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu veux m'en parler ?» Parfois, ça semble trop simple pour être la réponse à quelque chose d'aussi compliqué. Mais presque toujours, la chose simple est ce qui fonctionne. Ce matin, avant de m'asseoir pour écrire tout ça, je suis sorti dans le jardin pour prendre mon café. Les roses que nous avons plantées poussent lentement,
comme les choses qui sont censées durer poussent, sans hâte, mais sans pause. Elles ont déjà de nouveaux bourgeons sur certaines branches. Le vieil arbre est toujours là, comme toujours, avec cette solidité tranquille des choses qui se tiennent au même endroit depuis longtemps et qui ont tout vu. Martha est sortie un instant plus tard avec sa propre tasse, s'est tenue à côté de moi, a regardé les roses, m'a regardé, et m'a demandé à quoi je pensais. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que je pensais au fait que je m'étais trompé d'une manière qui m'était très difficile à reconnaître. Que j'aurais aimé demander avant, au lieu de supposer. Que si je pouvais revenir en arrière, je changerais cette nuit-là de manière à ce qu'elle n'ait jamais à s'en souvenir avec douleur. Martha a pris une gorgée de café, a regardé à nouveau les roses, et m'a dit que le passé ne peut pas être changé, qu'il est seulement porté différemment avec le temps, qu'elle traitait encore les choses et qu'elle continuerait probablement à les traiter encore un moment. Et qu'elle espérait que j'aurais de la patience pour ce processus, même s'il n'était pas toujours confortable. J'ai dit, oui, toute la patience du monde. Elle m'a regardé d'une manière qui n'était pas encore le regard d'avant, celui des 18 années tranquilles. Mais c'était un regard vrai, honnête, sans filtre. Un regard qui disait qu'elle était là, qu'elle choisissait toujours d'être là, que le fait d'être là coûtait quelque chose, mais qu'elle le choisissait quand même. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui. Pas une fin parfaite, pas une histoire résolue avec chaque chose à sa place. J'ai des roses qui poussent sur une terre qui a gardé un secret une nuit et qui maintenant garde quelque chose de différent. J'ai une procédure judiciaire qui suit son cours. J'ai une femme qui traite une perte et une trahison en même temps avec une dignité que je ne mérite pas, mais pour laquelle je suis reconnaissant chaque jour. J'ai 18 ans de quelque chose qui vaut la peine d'être soigné et la nouvelle conscience, douloureuse et nécessaire, que prendre vraiment soin de quelque chose signifie ne jamais le prendre pour acquis. Je me demande souvent ce qui se serait passé si cette nuit-là, au lieu de prendre le téléphone, j'étais sorti dans le jardin et j'avais simplement demandé à Martha ce qu'elle faisait. Je ne sais pas. Je ne saurai jamais. Ce que je sais, c'est que vous qui êtes arrivés jusqu'ici avez probablement une opinion sur ce que j'ai fait. Et cela me semble très bien. Cela me semble juste, parce que cette histoire n'a pas de méchants clairs ou de héros irréprochables. Elle a des gens qui font des erreurs par peur, qui gardent des secrets par amour, qui trahissent sans le vouloir, et qui pardonnent sans oublier. Et la question qui me reste, celle qui m'empêche encore de dormir certaines nuits, n'est pas de savoir si j'ai fait la bonne ou la mauvaise chose, c'est de savoir si vous, à ma place, auriez fait la même chose. Auriez-vous appelé? Seriez-vous resté immobile? Auriez-vous demandé d'abord? Et si vous aviez demandé et qu'elle ne vous avait pas répondu, qu'auriez-vous fait alors? Il n'y a pas de réponse facile. Et je pense que c'est exactement ce que Norma, avec toute sa sagesse stockée dans des boîtes et des lettres et des secrets bien protégés, savait déjà depuis le début, que les choses les plus importantes n'ont jamais de réponse facile. Elles ont seulement des personnes prêtes à continuer.